Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Automoto, la nouvelle émission débat préparée par la rédaction du mensuel Automoto, avec ce mois-ci en kiosque notre numéro 3000 voitures qui recense l'ensemble des modèles vendus actuellement en France, avec donc le 5008 en couverture, et en kiosque actuellement un spécial nouveauté 2017 avec un gros dossier sur la voiture électrique. Pour animer ce débat aujourd'hui, comme d'habitude, mon ami Jean-Luc Moreau. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Lionel, merci. L'expert environnement d'Automoto et également la voix de RMC. RMC, toujours au top des audiences. Toujours au top. Grâce à toi, bien sûr. Record. Je ne suis pas tout seul. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui sur le plateau du Talk, M. Marc Langenbrink, le président de Mercedes-Benz France. Monsieur Langenbrink, bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur le plateau du Talk Automoto. Il y a 2 mois maintenant, la rédaction d'Automoto élisait la classe E voiture la plus innovante de l'année, ce qui signifie en clair qu'on considère à Automoto que c'est la voiture la plus avancée en termes de conduite autonome. Vous confirmez ? Lionel, complètement, parce qu'on a même eu un prix, donc voilà, on est très fiers. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Marc, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi cette voiture franchit vraiment un cap dans l'autonomie? Alors, nous, on parle aujourd'hui d'une conduite semi-autonome, parce que aussi par la législation, on n'est pas encore complètement en mesure de tout faire la voiture. Les voitures, elles accélèrent toutes seules, elles freinent toutes seules, même en cas d'urgence. Elles gardent sa trace, donc elle reconnaît parfaitement sa voie. Et même quand on veut ou quand on a un parking un peu trop serré, elle se gare toute seule. Également. Elle se gare toute seule en étant à l'extérieur du véhicule. Oui, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a des voitures qui se garent toutes seules. Oui, il y en a c'est plein. tellement évident que je ne le précise plus. On sort de la voiture, on allume une application. Et donc, l'application, elle se connecte avec la voiture reconnaît son parking derrière, et tant qu'on bouge le doigt, parce qu'on veut qu'on contrôle les mouvements de la voiture, elle va se garer parfaitement seule dans un parking, soit latéral, soit dans un souterrain, et ça fonctionne formidablement. Et du coup, le papa, il devient le héros de la rue, parce que tout le monde qui voit, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que la voiture, elle roule toute seule sans conducteur. C'est formidable. Mais il faut garder, on est d'accord, le contact, le doigt avec le smartphone, c'est ça? C'est un peu le principe de Mercedes-Benz. Nous, on veut que nos voitures rouleront autonomes et roulent semi-autonomes, mais on veut quand même que le pilote, il garde le contrôle, parce qu'on parle quand même d'une voiture qui pèse 2 tonnes. Donc, on ne veut pas qu'elle se contrôle toute seule. Donc, il faut toujours avoir un contact, que ce soit maintenant pour le parking, le doigt sur l'application. Dès que j'élève le doigt, la voiture, elle s'arrête. Que ce soit maintenant en conduite autonome sur une autoroute, à partir du moment où je lève les mains, elle va me signaler au bout de 20 secondes un bip-bip. Et si jamais je ne remets pas les doigts et les mains sur le volant, la voiture, elle va mettre les warnings, elle va s'arrêter. Maintenant, on va dire sur autoroute, s'arrêter, non. Mais c'est quand même la chose la plus sûre, parce que la voiture ne peut pas savoir est-ce que le conducteur n'a juste pas envie ou est-ce qu'il a peut-être eu un malaise. Donc elle va se diriger vers la droite de la route, elle reconnaît, et elle va s'arrêter, parce que c'est comme ça qu'elle assure la sécurité de la voiture, de son conducteur, aussi de son alentour. Quel est le step suivant, comme on dit, maintenant, pour la voiture autonome et pour Mercedes donc? Le step suivant, il existe déjà. Aujourd'hui, on sait déjà que la voiture, la classe E actuelle, elle sait déjà doubler de manière autonome, jusqu'à 210 000 donc déboîté, 210 km à l'heure. On l'a pratiqué sur le circuit de l'Estoril en Portugal avec notre introduction à la presse mondiale. Donc la voiture est parfaitement capable de doubler. Donc on lui indique avec l'indicateur, ça fait 2 fois clic-clic, et après la voiture, elle sait, voilà, mon propriétaire, il veut doubler, donc je double. Aujourd'hui, la législation ne le permet pas. Donc française, c'est ça. Française, européenne dans la grande plupart des pays. Donc là, il y a un travail à faire, il y a la confiance des clients à gagner, il y a aussi la conviction des États à faire, à réaliser, et après la voiture sait le faire. Et après, le step derrière, c'est l'autonomie parfaite qui dépend de 2 choses, 3. La volonté du consommateur, je pense qu'elle y est, parce que l'autonomie, elle augmente la sécurité de la voiture. Je
peux vous dire pourquoi derrière. Après, il y a la législation qui doit être volontaire de mettre ça en place. Qui serait responsable en cas d'accident, c'est la vraie ça, difficulté en fait. C'est une loi, on va le régler. Et la troisième chose, c'est qu'il faudra une cartographie de plus de détails. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une rue, vous avez plusieurs participants. Vous avez les piétons, vous avez les 2 roues, vous avez les 4 roues, vous avez les animaux, vous avez des feux, des stops, des panneaux. Donc tout ça, il faut reconnaître. Et aujourd'hui, nous avons déjà la technologie des caméras embarquées, mais il faudra justement que la voiture sache à n'importe quel moment où elle est. On a prouvé que c'est déjà possible. Il y a 5 ans, on a montré une classe S qui a fait 130 km parfaitement en autonomie, sans que l'ingénieur y touche quoi que ce soit. Par contre, là, il y avait bien sûr une carte qui était d'un extrême détail, donc n'importe quel rond-point, n'importe quel feu, n'importe quel panneau était indiqué. Il n'y avait que 2 situations où la voiture, elle n'a pas exactement fait ce qu'elle aurait dû faire. Première, elle était derrière une benne poubelle, donc un camion qui ramassait les poubelles, donc qui s'arrête, qui déclenche, qui s'arrête, et la classe S, elle a identifié ce camion poubelle comme un bouchon. Parce que l'algorithme, c'est exactement ça. Ça accélère, ça arrête, donc il ne voulait pas doubler. Donc là, il fallait donner un petit coup de volant et dire maintenant tu peux doubler. Et le deuxième, c'était un passage piéton qui était indiqué. Il y avait 2 piétons qui étaient justement au début du passage piéton. Arrêté. Et donc la caméra infrarouge de la voiture les a identifiés. Et donc en Allemagne, on s'arrête devant un passage piéton. En France aussi, hein, je crois, ça dépend plus ou moins. Pas toujours, toujours. mais Bon, d'accord. donc Moi, je pensais. parfois je surprends les gens parce que c'est un peu, je suis français et allemand, mais c'est un peu dans mes veines, donc je m'arrête, les gens sont presque surpris. Donc voilà, donc, bon, ça à part, pas de cynisme. La voiture s'est arrêtée parce que la caméra infrarouge, elle a identifié les 2 piétons, sauf que les 2 piétons ne voulaient pas traverser et voulaient tchatcher. Donc, à un moment, ils ont fait comme ça et la classe S, elle n'était pas programmée à accepter un hop, laisse passer. Donc là aussi. Mais sinon, 135 km, Pour la parfaitement cartographie, autonome. est-ce que vous allez utiliser les données de Galileo, donc le système GPS européen, qui est beaucoup plus précis que le système américain? Ça peut être une piste Aujourd'hui, c'est une piste. Nous avons aussi choisi une deuxième. Nous avons investi dans HERE. Donc, il y a les premiums allemands. Nous avons aussi maintenant un gros joueur du digital qui a également, Microsoft, qui ont également investi dans HERE, qui nous donnera une autre source de données. À la fin de la journée, c'est vraiment le détail des données dont on puisse justement bénéficier. Derrière, il y a bien sûr la capacité de l'ordinateur embarqué, etc. Mais tout ça, c'est techniquement parfaitement possible. Donc aujourd'hui, je pense que la voiture autonome, elle est réalité. Il faut maintenant travailler avec les consommateurs, avec la législation. Et derrière, il y a multiples usages. On pense aux taxis, on pense aux villes sans voiture. Donc je me fais amener par la voiture, elle sort de la ville, elle se gare ailleurs pour justement libérer les villes des voitures. Nous sommes à Paris, donc c'est un peu aussi la volonté politique. Donc il y a plusieurs multiples choses. Et derrière, il y a aussi la sécurité. Une voiture autonome saura toujours réagir plus rapide, à la limite, que le conducteur lui-même, parce qu'avant que ça arrive de notre cerveau dans le pied, l'algorithme a déjà réagi. Donc nous avons déjà testé à plusieurs reprises que la façon dont un algorithme autonome freine une voiture, on gagne parfois une dizaine de mètres. En termes justement de responsabilité, a priori, il y a fort à parier que désormais les constructeurs seront beaucoup plus impliqués que par le passé. On peut penser que la législation décidera justement de donner plutôt la main au constructeur dès l'instant que le conducteur lâchera lui-même la main. Alors déjà, c'est la politique Mercedes que le conducteur ne devrait pas lâcher la main. Donc on veut. Mais quand il la lâchera, je veux dire, quand il la lâchera, oui, bien sûr, il va falloir régler est-ce qu'on le permet ou pas. Et derrière, quand ce sera parfaitement autonome, il faudra trouver justement des règles de responsabilité, mais qui existent déjà aujourd'hui. Donc aujourd'hui aussi, quand il y a un accident, il y a toujours la question, est-ce que c'était celui qui a causé, à quel moment, est-ce que c'était une défaillance technique ou humaine ou autre. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur. C'est le progrès, et ce progrès, il est bien, parce que ça va nous rassurer, ça va augmenter notre sécurité, et après, il faut qu'on définisse tous ensemble les règles dans lesquelles ça va se passer. Pour le moment, la classe E bénéficie donc de la version la plus évoluée, on va dire, du pilote automatique. C'est quelque chose qui va se décliner, quand je dis décliner, c'est-à-dire descendre en gamme dans les années qui viennent, sur les nouveaux modèles, ce qui va nous permettre de faire la transition. Est-ce qu'on va avoir cette technologie-là? Oui, tout à fait. Alors, j'ai aujourd'hui une GLE coupée.
elle dispose déjà du Drive Pilot. Donc là, on a déjà un élargissement de ces technologies dans d'autres gammes et on le verra aussi, bien sûr, maintenant dans la classe C, où ça, et également sur le C coupé, on a déjà introduit cette distronique. Ça a toujours été un peu la politique de Mercedes d'introduire tout d'abord dans les modèles phares, comme une classe E, comme une classe S. Pourquoi ? Parce que ce sont bien sûr des modèles qui portent notre image, qui sont l'ADN aussi du premium allemand, où nous avons bien entendu aussi un prix qui nous permet justement d'offrir ce genre d'options au début. Et après, avec le volume, ça devient moins cher, on pourra l'intégrer dans des voitures compactes et sous-compactes. Oui, tout à fait, c'est la politique. L'actualité la semaine prochaine, c'est le fameux salon de Genève. J'imagine que Mercedes y présente de nouveaux modèles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Qu'est-ce qui sera présent sur le stand ? Je vais peut-être pas tout dévoiler, Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je vais vous raconter un tout petit peu parce que bon, je pense que sur les 5 dernières années, on a vu un vrai feu d'artifice que nous ont sorti les designers. On a du mal à s'y retrouver, même en tant que spécialiste. Je vous rassure, moi aussi, de temps en temps, quand je prépare justement des salons comme la semaine prochaine, j'ai quand même un beau matériel d'information entre les différentes versions de moteur, modèles, etc. Je n'ai pas compté le nombre de pages qu'il y avait consacrées à Mercedes dans le hors-série, mais effectivement, c'est un certain nombre. J'espère que le nombre de pages est aussi en liaison avec l'amour pour la marque, parce que c'est une très très belle marque avec de très très belles choses à offrir. Non, mais notre politique, blague à part, notre politique, c'est quand il y a un client qui a un besoin, quand il y a un segment qui doit être servi, on veut avoir un produit. Maintenant, l'année dernière, nous avons vu la montée dans des SUV. Donc, on était un tout petit peu en retard derrière parce que c'était le segment qui avait la plus forte croissance en Europe sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, nous avons une gamme complète de la grosse GLS ou de l'ancien G, donc une voiture qui depuis 35 ans fait des heureux, et chaque année de plus, jusqu'au GLA, donc une vraie SUV dans le gamme de compact. Genève va être dans la continuité de ce feu d'artifice. Nous aurons les 50 ans de AMG. Donc notre, on va dire, département sport, département ultime performance. Non, sport, ça sera trop faible pour eux. À Faltabach, ils sont vraiment très très fiers. Ils disent chez nous, c'est vraiment l'ultime performance. Ils vont nous montrer, pardon, la GTR, qui est grosso modo une technologie Formule 1 pour homologuée pour la route. 585 chevaux en carbone et en aluminium. Donc on se parle, très très légère. Donc on se parle d'une relation poids-puissance rarement vue dans ce segment. J'ai eu le privilège de parler à Bernd Schneider, un quintuple champion de la DTM. C'est une série en Allemagne où il y a BM, Audi et Mercedes qui se tapent dessus. Il a dit qu'il n'a jamais eu un engin pareil sur la fameuse Nordschleife au Nürburgring. Donc il a tapé tous les records. Il est enthousiaste. On a un chrono ou pas, non officiel. Attendons peut-être Genève. Attendons Genève. D'accord. Attendons la semaine prochaine. Vous avez battu la Porsche Carrera GT. Il était très content. Maintenant, je ne sais pas si ça indique s'il a battu, mais il était extrêmement content. Nous allons montrer 2 variantes de la classe E que nous allons introduire à fin du premier semestre. Donc, un magnifique coupé qu'on a vu à Détroit. Et quand il y a un coupé, très souvent, il y a une autre voiture, on peut ouvrir le toit. Donc, le cabriolet, il sera aussi. Et je ne suis pas sûr si je suis censé le dire, mais bon, le produit a été communiqué. On verra un concept ou une idée pour le futur pick-up, qui est un tout nouveau produit dans notre gamme, qui est un fruit de l'excellente collaboration avec la maison Renault, et qui nous apportera un segment où j'ai plusieurs concessionnaires aujourd'hui en Bretagne, au centre de la France, dans le sud-ouest, qui attendent ce voiture avec impatience. On a dit Renault, alors autant passer à la question qui fâche tout de suite. Vous utilisez sur certains de vos modèles des moteurs Renault, en particulier un 1,5 litre DCI qui est un peu dans la tourmente puisqu'il équipe des voitures qui sont montrées du doigt par les tests indépendants qui ont été faits en particulier en France par la Commission royale, avec des dépassements de normes qui sont assez spectaculaires et dans des conditions proches de l'homologation, c'est-à-dire dans des conditions réelles, on va être à des chiffres stratosphériques. Est-ce que quelque part, ça peut modifier votre politique de partenariat avec Renault, et est-ce que vous allez continuer à utiliser des mécaniques Renault, ou est-ce que vous allez les modifier avant de les installer dans vos véhicules ?
Alors déjà, Jean-Luc, je me permets juste une petite correction. Les voitures n'ont pas passé les normes légales. Non, elles ont passé un Renault, test, oui. ni d'autres. C'est des normes royales, elles ont passé Ce sont des voitures royales, oui, mais enfin, homologuées. Ce sont des voitures homologuées, c'est-à-dire il y a une norme qu'ils ont passée lors de l'homologation. Ces valeurs n'ont pas été critiquées, mais des normes qui ont été définies et par la Commission royale, ce qui est tout à fait justifiable, et par exemple aussi en Grande-Bretagne et aussi dans d'autres pays qui aujourd'hui recherchent justement comment est-ce que nous pouvons rapprocher un test qui a été installé pour avoir une comparaison le plus transparente entre différentes consommations, ce qui est forcément l'homologation aujourd'hui, donc un test laboratoire, et on va dire la réalité. La réalité. L'esprit de la loi, c'est de limiter les émissions polluantes. Oui. Or, si on limite les émissions polluantes que dans une phase de laboratoire, on ne respecte pas l'esprit de la loi. Mais le problème, il est là, quoi. Si on sort la voiture du banc à rouleau et on le dit oui, mais on nous demandait de respecter certaines règles dans une condition particulière et en dehors, on n'est pas obligé de les respecter, quelque part, Ouais. bon. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est honnête ou pas? Nous sommes parfaitement dans l'esprit de la loi parce que nous avons une vision zéro. Ça veut dire que, idéalement, toutes les voitures qui portent une étoile ont zéro émission. Là-dedans, nous avons 3 différentes technologies. Nous avons les voitures d'aujourd'hui, les voitures thermiques, donc non électriques, non hybrides. Il faut augmenter la performance, il faut réduire la performance écologique. Je ne parle pas de la performance en termes de chevaux, mais la performance écologique, nous sommes tous certains et sûrs. Maintenant, nous avons dépassé en positif, donc nous étions en dessous de notre barre de 125 grammes sur la flotte la deuxième année de suite. Nous avons parlé de la classe E. Non seulement c'est la voiture la plus autonome aujourd'hui sur le marché, c'est la première qui, avec la nouvelle génération en diesel, remplit les homologations et les normes de 2017, de fin 2017. Ouais, moi, j'ai consommé 4,9 litres à 130 km/h sur autoroute de moyenne. Ce qui n'est pas mal. C'est Ce qui est exceptionnel. extraordinaire. Dans une voiture, Et c'est toujours, et je vais vous dire, qualité, puisqu'on parle de l'esprit de la loi, mais aussi de l'esprit des ingénieurs Mercedes, c'en est toujours trop. Donc, il va falloir qu'on réduise ça davantage. Maintenant, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'on parle énormément de la voiture électrique et énormément de la voiture hybride, mais à aujourd'hui, 99% du parc automobile en France sont toujours thermiques. Donc, il va falloir qu'on travaille sur des voitures existantes, donc les moteurs qu'on lance aujourd'hui, que ce soit de plus en plus écologique. Il faut qu'on travaille sur les hybrides, parce que les hybrides, c'est la technologie transitoire entre aujourd'hui et électrique. Par contre, l'hybride, c'est aussi un certain désavantage, parce que vous avez 2 technologies à bord. 2 technologies veut dire 2 fois des technologies qui pèsent, donc qui augmentent la consommation. Donc on se paye l'avantage d'une écologie par un désavantage dans certains cas. En urbain, aujourd'hui, les plug-in hybrides de Mercedes, on a 35 km d'autonomie. Donc moi, quand je suis avec ma classe S, quand je l'ai à Paris, je suis zéro émission, 100% électrique. Par contre, à partir où je vais au Mans, chez mon concessionnaire, bien sûr, je suis en thermique et j'ai 150 kg de plus. Et la troisième chose, c'est l'électrique. L'électrique, aujourd'hui, nous avons Smart, la seule marque qui a toute sa gamme en parfaite électricité, zéro émission. Nous avons des clients qui en sont ravis. Donc là, c'est la première chose. Elles arrivent quand les Smart, les nouvelles générations électriques d'ailleurs sur le marché français? Elles vont arriver cette année. Donc ça, c'est la 4e nouvelle dont on n'a pas parlé pour Genève. Ça, on le savait. Et là, l'usine à Ambach et celle de Novo Mesto tournent à plein régime. Donc, et j'ai beaucoup de clients qui m'appellent régulièrement pour les attendre et elles vont arriver bientôt. Mais dans le prolongement là, Première moitié de l'année. dans le prolongement de la question de Jean-Luc, est-ce que de manière générale, le Dieselgate ne va pas engendrer chez Mercedes l'envie d'arrêter à terme assez rapidement le diesel, tout simplement? Je pense que je vais dire quelque chose qui peut-être pas arrogant, mais alors déjà, le Dieselgate, ça nous a tous surpris. Mais on n'a pas attendu le Dieselgate pour mettre en place notre stratégie. Notre stratégie d'être le moins consommant possible et de zéro émission, on l'a établi il y a 10 ans. Même voire plus. Donc, et la nouvelle, on va dire, épisode ou le nouveau chapitre, c'est ce que notre PDG Dieter Zetsche a dit lors du mondial. Nous avons aujourd'hui 4 technologies disruptives. Une, c'est tout ce qui est écologique, l'électrique. Donc, on veut tous aller vers la voiture électrique parce qu'on dit que c'est la voiture la plus propre possible. Mais il y a 3 autres. Il y a la connectivité. Aujourd'hui, le besoin du client que la voiture fasse partie de, on va dire, son environnement personnel. Je rentre avec mon
je ne sais plus où est mon téléphone, je l'ai perdu. Donc je rentre avec mon téléphone dans la voiture, j'ai mes stations radio, j'ai mon navigation, etc. Parce que demain, c'est peut-être pas toujours ma voiture, mais c'est une voiture partagée. Ça, c'est la troisième technologie, le service du partage. Et le quatrième, c'est l'autonomie. On en a parlé. Toutes ces 4 technologies, il va falloir les réunir, il va falloir exceller. Et puisque chez Mercedes, on veut être premier, pas seulement dans les volumes, mais dans la profitabilité, on vient de publier nos résultats aujourd'hui, mais aussi dans la technologie, parce que c'est notre ADN, c'est là d'où on vient. Nous avons décidé de séparer grosso modo 20 000 personnes de la population Daimler, des ingénieurs, des gens de la production, des gens du vente et marketing, et on les a mis dans une seule entreprise, une entité légale à part, qui va maintenant se battre contre la population de Mercedes. Donc on a une bataille fabuleuse au sein de Daimler de dire voilà, ça ce sont les nouvelles technologies, il va falloir qu'on les intègre dans nos produits et les autres produits, ils vont devoir nous prouver que c'est possible. Donc là maintenant, on a une start-up au sein de Daimler pour justement accélérer cela. Et on est fermement décidé de rester justement au top du premium comme on a fait sur ces technologies. Et c'est là-dessus qu'on drive l'entreprise. Vous parliez d'électrique chez Smart. Quid de l'électrique maintenant chez Mercedes? Quand est-ce qu'on aura une Mercedes 100% électrique à la vente? Hormis la classe B, hormis confidentielle, fabriquée voilà. par... On l'a déjà. La dernière réunion du COP21, je suis arrivé avec une classe B électrique, donc ça fonctionne formidablement. Nous avons aujourd'hui, je parlais de la technologie transitoire, 8 modèles hybrides. Nous aurons 10 autres jusqu'en 2020. Et nous aurons, et ça aussi on vous a montré lors du mondial, la première voiture sur la nouvelle architecture électrique, elle s'appelle EQ, en 2019. Donc EQ, c'est la marque qui représente les 4 technologies que je viens de mentionner. Connectivité, autonomie, service du partage et électrique, ça fait CASE, CASE. Donc ça, c'est le nom de cette start-up au sein de Daimler et la marque que ces produits vont porter, c'est EQ. Et on vous a montré un 4x4 qui est à base de, on va dire, la forme du GLC aujourd'hui. Donc un 4x4 polyvalent qui sera 100% électrique, 300 kW et à peu près 500 km d'autonomie. Et ça, c'est le vrai... comment est-ce qu'on dit en français, breakthrough, c'est un vrai changement de paradigme après dans la voiture automobile. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, chez Mercedes, on est convaincu qu'on va devoir passer par la phase transitoire qu'on peut appeler donc plug-in hybride, hybride rechargeable, avant d'arriver à l'électrique, alors que d'autres marques visent plutôt un point de chute direct vers l'électrique en essayant de les sortir plus tôt peut-être que ce que vous proposez. Mais je pense que c'est pas forcément un besoin technologique pour y arriver, c'est un besoin de marché pour y arriver, parce que les clients... Les consommateurs ne sont pas prêts à franchir le pas? Si demain les infrastructures sont suffisantes, que les temps de charge diminuent avec des puissances de charge en augmentation? Jean-Luc, nous sommes depuis 2009 dans le marché avec la Smart électrique. Donc nous avons une certaine expérience de 3 générations de voitures électriques qui fonctionnent parfaitement, puisque la Smart, c'est la citadine par excellence. Oui, mais toujours, à l'inverse, Tesla vend plus de Tesla S que vous ne vendez de classe S. Donc est-ce qu'il n'y a pas, parce que là on parle de la Smart, d'accord? Oui, tout à fait. Maintenant, je n'ai pas encore de classe S électrique, donc je ne peux pas exactement la comparer. question, c'est ça. Moi, on parlait de la réaction des clients. Aujourd'hui, je ressens toujours on va dire une différence entre la volonté de l'achat de la voiture électrique. Aujourd'hui, 25% des Français disent qu'ils sont prêts à acheter une voiture électrique. Il y a 20% qui disent qu'ils peuvent s'imaginer d'avoir l'infrastructure pour la charger, mais ça, c'est un autre sujet. Par contre, on ne voit pas 25% dans nos ventes des voitures électriques. Et pourtant, chez Smart, c'est la raison pour laquelle je citais cet exemple, on les a. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez une voiture électrique, vous achetez une voiture qui vous apporte pas exactement les mêmes performances que la voiture thermique. Parce que, à travers du poids de la batterie et à travers des performances des batteries aujourd'hui, et là on a déjà fait une évolution énorme, vous n'êtes pas à la même autonomie, vous êtes dans un confort complètement comparable, mais aujourd'hui, comme consommateur particulier, vous devez, malgré aussi l'aide de l'État, toujours débourser un peu plus par rapport à la voiture thermique. Donc aujourd'hui, le consommateur, et je le comprends parfaitement, parce que moi je suis particulier aussi quelque part, j'aurais exactement la même attitude, je dis, écoutez, moi j'ai un budget, donc pour ce budget, je veux la meilleure technologie possible, mais
sans faire trop de compromis. Donc, le plug-in hybride est une parfaite solution parce que ça permet, pour le même budget que vous avez aujourd'hui pour une thermique, avoir une voiture beaucoup plus propre, rouler en électrique là où c'est nécessaire, vraiment nécessaire, en ville, et pouvoir utiliser toujours cette technologie très approuvée, thermique, en dehors des villes. Et on va y arriver, parce que 19, c'est demain. Hein? Les mauvaises langues dont font partie les journalistes, tout le monde le sait, disent voilà enfin moi j'assume, j'assume, disent les constructeurs allemands privilégient l'hybride rechargeable parce qu'aujourd'hui dans l'homologation, c'est vrai que les avantages accordés en matière d'émissions de CO2 aux hybrides rechargeables ne correspondent pas du tout à la réalité des émissions des véhicules. Artificiellement, on diminue spectaculairement les émissions de CO2, on arrive même à certains, je pense à une Porsche 918 Spider, oui, qui arrive à 3 litres et à des émissions de CO2 ridiculement faibles. Voilà. Donc, les constructeurs allemands sont engagés dans la brèche, cela afin de faire diminuer artificiellement les émissions de CO2 de la gamme, puisqu'on sait qu'il va y avoir des objectifs à réaliser, et c'est un bon moyen de les réaliser à moindre coût, puisque c'est moins cher de développer de l'hybride rechargeable que de développer du pur électrique, en tout cas en matière de batterie. Alors, je souris parce que j'ai plusieurs réponses. Jean-Luc, vous savez très bien ce que je vais dire. La première chose, c'est, alors, en termes de, on ne prend pas la chose au sérieux, nous avons investi 7 milliards les 2 dernières années dans la technologie plug-in et électrique. Nous allons investir au moins la même somme dans les 2 ans à venir. Donc, nous sommes parfaitement conscients de ce besoin et de cette nécessité. Et c'est d'ailleurs l'objectif d'une vision que nous avons formulée bien avant toutes les discussions qu'on a pu avoir les 3 dernières années. Ça, c'est la première chose. Donc, Francfort 2009, nous avons déjà montré cette voie vers le futur qui impliquait cette émission zéro. Première chose. Deuxième chose, je crois à la nécessité du plug-in hybride pour les raisons que je viens d'évoquer. Le consommateur veut une voiture plus propre. Aujourd'hui, il n'est pas encore complètement prête. D'ailleurs, c'est l'infrastructure non plus qui n'est pas encore prête. Parce que moi, je dis toujours, la voiture électrique, c'est un décathlon. Il faut la voiture, parfait. Ouais. Il faut qu'on fasse les devoirs. Je pense qu'elles sont faites parce qu'on a prouvé qu'on a des voitures. On a besoin de l'infrastructure de chargement. À cette issue, je montre toujours la photo d'un client Tesla qui gare sa voiture régulièrement à côté du Trocadéro sur le trottoir et qui a un câble de 20 mètres qui sort de 2e étage. C'est une solution créative. Je ne sais pas si les pompiers sont parfaitement d'accord. Non, mais d'où le problème. Oui, je suis rentré récemment dans un parking. Il doit mettre 2 jours à charger sa voiture avec une. Non, mais ça fonctionne. Et oui, encore une fois, je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions parce que l'infrastructure d'une ville métropole aujourd'hui, elle date du 19e ou 18e siècle. Il y a des constructeurs qui aident à développer les infrastructures. Nissan paye pour mettre des bornes. Vous avez Volkswagen qui est partenaire aussi. Volkswagen et BMW sont partenaires dans l'installation de bornes de charge rapide. Et également, nous aussi, avec chaque voiture électrique, vous avez la possibilité de commander une borne à charge électrique. Je parle des infrastructures publiques. Je suis obligé de vous couper, messieurs. Non, mais c'est passionnant parce que justement, je suis désolé. Moi aussi, parce que c'est un super sujet. Allez, et je pense qu'on a énormément de choses à offrir. Juste pour conclure, monsieur Langenbrink, un mot sur la Formule 1. Encore Mercedes cette année, cette fois-ci avec Nico Rosberg. Est-ce que c'est bon pour l'image de Mercedes d'écraser totalement la compétition? Et on conclura là-dessus. Alors Lionel, je vous remercie pour le compliment. Nous, pendant la saison, on n'a absolument pas l'impression d'écraser la concurrence parce que chaque course, l'équipe, elle est au taquet et à chaque course, il y a un mini détail qui peut décider la sortie ou le triomphe. Maintenant, on a eu beaucoup de chance, on a énormément travaillé. Je pense qu'on a aussi mérité les dernières années. Chaque saison, c'est un nouveau départ. Nous avons eu 2 fabuleux champions ces 3 dernières années. Nico Rosberg, il a pris la décision de partir. Je salue
on va dire, l'audace avec laquelle il a pris cette décision. Je le connais personnellement un peu, je comprends parfaitement. Nous avons, avec Bottas, trouvé un remplaçant qui, à mon avis, a un talent fou. Ouais, fera l'affaire. Avec la combinaison, mais là, je vais les juger, les Niki Lauda, les Toto, qui sont beaucoup plus experts. Et nous, on est passionnés, on est ravis que ça recommence bientôt. Hein, on se parle dans 2 semaines à Melbourne. Et on espère bien sûr qu'on va continuer cette histoire. Vous êtes confiant? Est-ce que ça nous sert? Eh bien, bien sûr, ça nous sert. Bien sûr, ça nous sert. C'est super de gagner. Je veux dire, pas seulement en Formule 1, nous étions première marque premium dans le monde. On est en France la marque, la cinquième année de suite, la marque la plus dynamique. J'ai des clients qui m'écrivent, qui disent on est fiers de notre marque parce que vous êtes la marque la plus forte en France. On est super contents. Donc la Formule 1 nous sert aussi et on est fiers et on est contents. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Monsieur Merci pour Langenbrink. votre Merci temps. Jean-Luc. À très bientôt sur automoto.com.